écoutez Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Droit et Société sur Télé-École. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial, le rôle des organisations de la société civile dans le développement de l'Afrique. Un plaisir pour moi de recevoir sur ce plateau deux jeunes très intéressants qui s'intéressent à ces questions. Mohamed Rassoul Ndiaye à ma droite et Aboubakar Alpha à ma gauche, respectivement président et secrétaire général de Demos, une organisation très jeune. Et dans le cadre de cette émission, nous allons parler de cette organisation, mais pas que. Nous allons aussi parler, comme je l'ai dit à l'entame, du rôle important de la société civile dans le développement de l'Afrique. Avant ça, Mohamed Rassoul Ndiaye, un plaisir de vous recevoir à nouveau sur ce plateau. Merci beaucoup, c'est un plaisir aussi. Aboubakar Alpha, secrétaire général de Demos. Bonjour, mon cher ami, c'est une première d'être là et je suis très ravi, je suis bien avec des choses. Plaisir partagé. Demos, point d'interrogation. Demos, Monsieur le Président, qu'entendez-vous par ce mot? Merci. Alors, Demos, c'est un acronyme qui signifie développer l'éducation et mobiliser les opportunités pour stimuler la société. C'est une organisation apolitique à but non lucratif qui prône une approche multitransformatrice de l'éducation en Afrique à travers notre doctrine, qui est la doctrine LCIE, qui signifie les 5 impératifs éducatifs. Je vais laisser soin à notre secrétaire général de pouvoir présenter la doctrine LCIE. 5 domaines que nous avons justement ciblés dans le cadre de la mise en place de Demos. Ces 5 impératifs éducatifs de l'éducation qui se retrouvent au sein de notre doctrine LCE comportent justement en première position l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat qui permet justement à Demos d'offrir les clés et justement les outils aux jeunes de notre génération pour pouvoir justement mettre en place des projets à haute valeur ajoutée qui permettront justement la stimulation de notre société. En deuxième point, justement, on revient sur le développement personnel et le leadership. Il est noté que à Dakar et un peu partout dans les grandes capitales africaines, mais également dans les zones rurales, il y a une émergence de jeunes au sein de notre société qui portent justement des projets très ambitieux. Et alors, dans ce sens-là, on compte justement les accompagner, développer ce leadership-là, mais également stimuler le leadership qu'il y a chez certains jeunes qui ne veulent pas, par exemple, s'engager, les amener justement à s'engager et leur permettre justement de s'affirmer. D'où notre première activité la semaine dernière qui portait justement sur l'affirmation de soi, où nous avons invité quelques jeunes de notre société afin de les donner les outils d'affirmation de soi et justement d'affirmation de leur leadership. On revient également sur l'éducation civique. L'éducation civique qui reste super importante pour notre société parce que quelque part, il faut cultiver cette culture démocratique chez les jeunes de notre société, leur permettre justement de se promener, de se balader, d'avoir toujours avec eux cette culture démocratique, cette culture, ce civisme-là qui leur permettra justement de poursuivre leurs rêves, mais également de permettre une consolidation de la démocratie autant pour moi dans nos pays, notamment au Sénégal et un peu partout en Afrique de l'Ouest. On revient en 4e position avec le numérique, qui est également aujourd'hui une question très importante de notre société, très intéressante. Aujourd'hui, par exemple, dans le continent africain, on est entre 27 pays environ qui ont ratifié justement les règlements en rapport avec la gestion du numérique, notamment dans leur pays, ce qui reste extrêmement peu sur 54, sachant qu'il y a un taux de pénétration incroyable aujourd'hui dans notre société. On connaît le poids qu'Internet a, sachant qu'il y a beaucoup de jeunes et même des grandes personnes, des adultes aujourd'hui qui utilisent justement Internet au quotidien. Nous, notre idée justement, c'est pas forcément de voir ce côté-là du numérique, mais c'est plutôt exploiter le numérique autrement, car il offre autant pour moi des opportunités inégalables qui permettront justement à notre société de se développer un peu partout. Pourquoi pas? On a vu une récente émergence d'une nouvelle application Academia, si je ne me trompe, sénégalaise, qui est une intelligence artificielle qui fait une traduction en wolof. Effectivement. Ce qui montre que quelque part, il y a des choses à faire. Nous, on est là pour accompagner justement la formation et la connaissance des opportunités en rapport avec cela. On ne se positionne pas comme expert justement de cette question, mais nous avons les ressources, notamment humaines, pour justement accompagner ces personnes-là qu'on pourrait retrouver dans notre société. Le 4e point reste un point le 5e pour moi, qui est le dernier point, qui reste l'environnement.
la sensibilisation contre le réchauffement climatique, la lutte contre le réchauffement climatique, parce que aujourd'hui, on vit dans une société africaine qui est touchée par le réchauffement climatique, extrêmement touchée, mais dont justement les causes directes ne viennent pas de notre continent. On est exposé, pourtant on n'est pas les plus grands pollueurs, c'est-à-dire on a une position pas forcément de victimisation, mais c'est la vérité. Effectivement. C'est la vérité et c'est la réalité de notre continent. On a cru avec les différentes COP qui ont commencé depuis les années 90. Aujourd'hui, on enchaîne avec la COP qui s'est tenue récemment à Azerbaïdjan. La COP 29. La COP 29 exactement, qui justement, on s'est retrouvé dans une situation où il faut encore discuter des fonds alloués justement aux pays victimes de cette situation-là. Exactement, ce financement dont on a parlé de la COP à Sharm el-Sheikh en Égypte, la COP 28 qui a justement porté les ambitions de tout un État. Alors nous, dans ce sens-là, on sait qu'il y a des organisations qui émergent. On veut justement sensibiliser, car aujourd'hui, il y a des conséquences qui se voient, qui sont visibles à tous les niveaux, notamment au niveau des différentes plages ou encore mers que l'on retrouve avec le problème des ressources, les problèmes des pêcheurs. On peut pas forcément les résoudre, mais nous, en tant que membres de la société civile, comme on va tantôt l'aborder, nous sommes là pour créer justement ce dialogue-là, sensibiliser les personnes par rapport à ces conséquences-là. Et cette conséquence également qui entraîne une autre conséquence qui est quelque part un peu liée, la question de l'immigration. Donc nous, on se positionne justement là pour créer ce dialogue-là, créer ce débat qui permettra justement de déceler les problèmes de cette question-là et accompagner les organisations de la société civile, également les organisations communautaires dans ce sens-là et les donner les outils et les clés justement pour porter leur lutte. Merci beaucoup. Autrement dit, Demos ne se présente pas comme étant un expert en tout, mais peut-être comme un sentinelle par rapport à des problèmes précis, des problèmes centraux, prioritaires pour le développement de l'Afrique, mais globalement pour le développement mondial. Et c'est très intéressant. Alors, nous parlons tout à l'heure du rôle crucial, important de la société civile quant au développement de l'Afrique. C'est important, quand on parle de développement, on ne peut élaguer cet aspect de démocratie moderne. Et lorsqu'on parle de démocratie moderne, peut-être l'aspect central aujourd'hui, c'est l'existence d'une société civile dans les États. Alors, à vous, Mohamed Rassoul Ndiaye, comment aujourd'hui définirez-vous la société civile et selon vous, quel est son rôle spécifique dans les sociétés? Merci. La question est très importante parce que aujourd'hui, la question de la société civile est mal comprise et j'aimerais aujourd'hui apporter une définition assez claire et qui sont aussi les acteurs de la société civile. La société civile, c'est l'ensemble des acteurs non étatiques et les acteurs qui ne participent pas directement au secteur privé. C'est l'ensemble des associations, des ONG, des fondations, des syndicats, des organisations communautaires et même des collectifs, entre autres, qui agissent pour le bien-être commun. Maintenant, selon pour leur rôle spécifique dans les sociétés africaines, elles ont un rôle de sensibilisation par rapport aux questions sociétales. Elles ont aussi un rôle d'intermédiation avec les pouvoirs publics parce qu'elles représentent aussi certains intérêts des populations qu'elles représentent. Je dis souvent que la société civile est la deuxième assemblée nationale, si on peut la dire ainsi, puisqu'elle représente aussi les intérêts de la société qu'elle représente. Ensuite, elle a aussi un rôle d'établir des projets précis et des projets concrets qui peuvent participer au développement de l'Afrique. Donc, c'est comme ça que je la définirai et que je donnerai ses rôles. Effectivement, nous parlons toujours de l'importance de la société civile et je tourne cette fois-ci à ma gauche avec Aboubakar Alpha Omar Ba, pour me parler des principaux domaines d'intervention des organisations de la société civile, surtout dans le contexte africain. Le contexte africain est un contexte qui demande beaucoup d'ajustements, d'améliorations et d'intervention justement de d'autres acteurs au-delà de l'État. Donc l'État ne peut pas être l'unique acteur justement dans le développement de notre nation. Alors plusieurs secteurs d'action ou d'activité, si vous voulez, se sont démarqués pour permettre justement à la société civile de pouvoir s'exprimer. Premièrement, c'est les questions de gouvernance et de démocratie. On se retrouve dans un continent qui traverse quelque peu ou quelque part des situations extrêmement difficiles, notamment dans notre sous-région où on se retrouve avec
les difficultés de consolidation de notre démocratie qui renvoient justement parfois au coup d'État, à la corruption, à la malgouvernance. Tous ces éléments-là, justement, permettent ou encore encouragent certaines associations, mouvements à s'encourager. Le cas de Yanama, pour ne pas pousser dans le débat dès à présent, on va en revenir. Le cas de Yanama aujourd'hui qui s'engage dans cet axe, justement, de réflexion qui renvoie à la gouvernance et à la démocratie. Le deuxième point qui revient sur le maintien de la paix et de la sécurité. Le maintien de la paix et de la sécurité, justement, est un secteur ou un axe d'intervention, justement, des organisations de la société civile. Pourquoi je le dis? On est dans une région qui traverse des moments extrêmement douloureux un peu partout, avec le terrorisme qui fait son chemin encore et se retrouve justement dans une situation d'insécurité chronique portée par des mouvements qui aujourd'hui se permettent d'attaquer les populations et justement de les amener quelque part à fuir quelque part à l'immigration et encourage cette pression-là également sur les ressources qui fait une autre conséquence. Alors dans ce sens-là, le maintien de la paix et de la sécurité devient justement un impérial. Exactement, un impératif. Impératif dans ce sens-là où je peux prendre l'exemple au Libéria. Hein. Au Libéria, qui a traversé une guerre civile pendant près de 10 ans, mais en 2003, pour saluer justement et rendre un hommage à cette femme qui est prix Nobel de la paix en 2011, Madame Laimé Boé, qui justement portait le mouvement pacifiste pour le Movement Pacifist of the Liberia, Mass Action. Donc c'est un mouvement qui était porté par cette femme-là au Libéria qui lors des pourparlers à Accra, c'est justement érigé avec une centaine de femmes. Elles ont fait justement intrusion dans la salle qui était justement destinée aux pourparlers. C'est un mouvement, enfin, c'est la société civile. Et dans ce sens-là, justement, elle les a amenés à travers justement cette action-là. Les chefs de guerre ont conclu justement un accord de paix. C'est pour vous montrer à quel point justement un mouvement peut avoir un très grand impact. On peut revenir sur le cas du Sénégal, mais en tant que Africain, j'aime un peu regarder ce qui se passe partout et puis je vais revenir dans mon développement. C'est peut-être dans ce sens qu'on pense que les organisations de la société civile sont des acteurs clés. Exactement. Ce sont des acteurs clés. Ce sont des acteurs qui permettent justement l'émergence de la démocratie et de sa consolidation et du développement. Pour revenir sur un troisième aspect, parce qu'il y en a quand même 5. Le troisième aspect renvoie justement au développement des services sociaux. Les services sociaux de base qui renvoient justement à la gouvernance sanitaire, mais également à la gouvernance éducative. Aujourd'hui, il y a plusieurs mouvements, notamment Demos, qui interviennent dans ce cadre-là, justement, avec la gouvernance éducative, où nous sommes là comme force de proposition, force d'accompagnement et force justement de soutien, non seulement aux populations locales ou encore aux communautés locales. On les accompagne, on fait de la sensibilisation pour que ces personnes-là puissent comprendre justement quel est le rôle inéluctable de notre démocratie, de notre éducation et justement leur permettre d'avoir les clés, mais également les outils et les accompagner justement à travers certaines actions qui pourront leur permettre justement de garder l'enfant à l'école. Car le droit à l'éducation reste quand même un droit inéluctable pour notre société. Car sans éducation, on peut se retrouver sans avenir concret dans une société qui se développe à une vitesse incroyable. Et c'est pourquoi justement nous portons encore ce plaidoyer-là, ce plaidoyer justement qui permet non seulement de maintenir l'enfant à l'école, mais également d'encourager la jeune fille ou la jeune femme à continuer ses études, à les poursuivre, en dénonçant certains aspects qui peuvent justement apporter justement qui peuvent justement influer sur leur participation ou leur accession justement à l'éducation. Pour revenir sur un deuxième point de la gouvernance sanitaire, ça reste également un point très important. Je vais prendre l'exemple ici de IDP, International Budget Partnership, qui est une organisation qui travaille sur la gouvernance sanitaire. On se retrouve dans une situation, par exemple, au Sénégal, où on a des problèmes au niveau des centres de santé, où justement cette organisation se positionne pour créer un dialogue déjà entre les différents intervenants, les différents acteurs, notamment les acteurs communautaires, les populations locales, et revenir justement sur les autorités étatiques et leur permettre justement de dialoguer afin de déceler le problème et de résoudre cette situation
permettre aux populations vulnérables de pouvoir vivre normalement. Je crois que pour le moment, je peux m'arrêter sur ces 3 domaines d'intervention, mais sinon, il y en a beaucoup indépendamment des pays. Effectivement, et cela explique largement le fait que les organisations de la société civile, en tout cas, puissent, comme je le dis, être des acteurs clés dans la consolidation du développement. Alors, si vous n'avez pas d'autres choses à ajouter par rapport à ce qu'il a dit, donc, pour vous, Rassoul, les organisations de la société civile peuvent-elles avoir un impact, une influence sur les politiques? Les politiques publiques. Sur les politiques publiques. Oui, elles peuvent avoir une influence. Je m'en vais prendre un exemple très simple que j'avais vu, surtout lors de mes recherches. Je vais prendre l'exemple spécifique de Amnesty International. Je me rappelle, Amnesty International avait déjà eu à faire une enquête sur la guerre en Iran. Et lorsqu'elle a eu à faire une enquête sur la guerre en Iran, justement, elle a eu à retrouver une balle, je pense, dans la tête d'une femme. Et cette balle-là, ils ont fait une investigation et ils ont tout fait pour retrouver l'entreprise qui produit ces balles-là en question. Lorsqu'ils ont retrouvé cette entreprise-là qui produit ces armes et ces balles, ils ont tout fait pour que l'on ferme cette entreprise-là. Et cette entreprise a reçu des sanctions à la fin. Donc c'est ça le rôle de la société civile finalement. C'est un rôle aussi de dénonciation par rapport je dirais plutôt, à ce que font mal certaines élites aussi. Parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est la deuxième Assemblée nationale. Elle permet, de par leur domaine d'intervention, de pouvoir regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas dans la population et de pouvoir le dire et le dénoncer. Et souvent, une pétition, une très simple pétition peut tout simplement faire tomber, que ce soit un gouvernement, ou ça peut même faire tomber une entreprise en tant que telle. Je vois beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations de la société civile, plus spécifiquement des associations, qui travaillent et qui arrivent à mettre la pression, par exemple, sur Total, lorsqu'ils polluent énormément, ils arrivent à leur faire fermer certaines stations. Effectivement. Ils arrivent à leur mettre la pression. Donc c'est un peu ça aussi le rôle de la société civile. Nous n'avons pas un rôle politique en tant que tel, parce que ça aussi c'est un point intéressant à peut-être développer. Lorsque l'on dit que la société civile n'est pas politique, elle est apolitique, c'est vrai, mais ça ne peut ne pas être vrai. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas politique dans le sens où elle n'est pas partisane. C'est-à-dire qu'elle n'est pas aucune association, aucune ONG ne doit être reliée directement à un parti politique. Mais cependant, une ONG, une association, dans le cadre de la politique, c'est-à-dire la politique au sens large du terme, peut intervenir et peut parler plutôt sur les politiques publiques, tout simplement parce que les politiques publiques affectent directement les populations qu'elles représentent de par leurs différents champs d'intervention. Effectivement, et très souvent ici en Afrique, si on transpose la question, il arrive que les politiques publiques fassent mal ou pas l'objet, en tout cas, d'analyse à la fin, en tout cas, des programmes mis en place. Oui? Non, je voulais juste dire, et même Alpha a pris un exemple très pertinent avec Y'en a marre, mais lors des événements ici entre 2019 et 2024, la société civile a fait un énorme travail au Sénégal pour consolider. Ce que ce soit parlé, je veux pas trop les nommer. Effectivement. Je veux pas dire trop de noms, mais que ce soit sur des organisations qui ont lutté pour la transparence, justement, des finances publiques. Certaines organisations ont lutté pour la libération de l'opposant Ousmane Sonko. Certaines organisations ont lutté pour qu'il y ait, en fait, une certaine liberté d'expression, etc., etc. Donc, c'est à ça que l'on sert. Et c'est dommage aujourd'hui que l'on ne soit pas prise totalement en compte dans nos actions. Effectivement. Et en ce sens, je reste toujours avec vous, Rassoul. Pensez-vous que peut-être ces organisations de la société civile soient des relais pour les objectifs de développement durable? Oui, alors, la question est intéressante. Elle me permet même de développer sur ce qu'est les objectifs de développement durable. Parce qu'aujourd'hui, c'est très mal compris aussi, comme la définition de la société civile. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'ils entendent objectifs de développement durable, ils pensent directement à la protection de l'environnement. Alors que les objectifs de développement durable, c'est 17 objectifs qui ont été fixés par les Nations Unies dans le cadre de l'agenda 2030 et qui a été adopté en 2015, si je ne me trompe pas, qui va permettre aux différents États de pouvoir mettre en place des politiques publiques qui vont éradiquer la faim, le réchauffement climatique, les questions éducatives, la carence en éducation, etc., etc. Donc, ça veut dire que les organisations de la société civile, finalement,
permettre l'intermédiation avec les gouvernements. Pourquoi? Parce que lorsque une organisation de la société civile existe, elle permet de voir ce qu'un gouvernement ne peut pas voir. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus proches des populations, donc elles peuvent servir de relais et elles peuvent transmettre les besoins de la société qu'ils représentent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que finalement, la société civile, mais elle met en place aussi des projets qui sont concrets et pertinents, qui sont dans la ligne de ces objectifs de développement durable là, parce qu'il y a des organisations qui travaillent sur l'environnement, d'autres sur l'économie, d'autres sur la consolidation de la démocratie, etc., etc. Donc finalement, nous avons un rôle dans les objectifs de développement durable là. Effectivement, et à vous, cher Alpha, Aboubakar Alphaba, et je rappelle que vous êtes le secrétaire général de Demos. Je rappelle à mes chers invités que vous êtes dans votre émission Droit et Société sur Télé-École et qu'aujourd'hui nous abordons le sujet relatif à l'importance des organisations de la société civile dans le développement de l'Afrique. Je reçois sur ce plateau deux jeunes, président et secrétaire général de l'organisation de la société civile aussi, Demos. Aboubakar Alphaba, Oui, mon cher. les organisations de la société civile et les communautés locales, pensez-vous que les organisations de la société civile renforcent les communautés locales Oui, effectivement. afin de les rendre peut-être plus résilients? Oui, la résilience et l'autonomie font partie justement des premières motivations justement des organisations de la société civile, parce que justement elles veulent, ces organisations veulent permettre justement aux communautés locales aujourd'hui dans notre contexte africain d'être beaucoup plus résilientes et beaucoup plus autonomes. Alors dans ce sens-là, justement pour revenir, c'est-à-dire la société civile a justement des activités variées et diverses. Variées et diverses, allant justement du plaidoyer sur le terrain et sur la mobilisation communautaire. Ça veut dire qu'on se retrouve un peu dans ce triangle-là. On part du plaidoyer aux actions sur le terrain, en passant par la mobilisation. Alors dans ce sens-là, par exemple, je prends un simple exemple, il y a des programmes de formation qui sont mis en place par des organisations au Sénégal, dans la sous-région et un peu partout en Afrique. On peut prendre le cadre de Soudou Andal qui veut dire la maison du savoir en Peul, qui renvoie justement à une association burkinabé dont je salue le président qui est Seydou Lamoussa, docteur en économie et très brillant également. Son association aujourd'hui, ou l'association qu'il coordonne, qu'il préside, justement met en place des actions dans ce sens-là. Au Burkina Faso, dans les zones les plus reculées, sachant, si vous connaissez par exemple la situation du Burkina Faso avec plus de 2 millions de déplacés selon le dernier rapport du Haut Commissariat des réfugiés des Nations Unies, qui justement ont sorti il y a une année en arrière, on se retrouve avec plus de 2 millions de personnes déplacées, ce qui fait en sorte que la société civile est extrêmement mobilisée au Burkina Faso, que ce soit les origines du Faso, que ce soit également Sud-Ouanda, mettent en place aujourd'hui des programmes de formation et d'accompagnement. Pour ces élèves-là, par exemple, aujourd'hui, qui n'ont plus la possibilité de poursuivre leur étude, il y a des formations qui sont mises en place pour eux. Pour revenir également sur un autre aspect, c'est l'accompagnement de la femme. La femme reste la maman de notre société. La maman de notre société, ce qui veut dire que si tout se passe bien quelque part à son niveau, ça se passe bien un peu partout pour la famille. Sachant que dans les communautés rurales, elle reste quelque part un peu partout, mais même dans les communautés urbaines, elle reste quand même le fer de lance des familles. Alors, dans ce sens-là, Soudou Andal, par exemple, met en place des programmes de formation en couture pour aider ces femmes justement dans la production des vêtements, des habits et de les aider justement dans la commercialisation de ces produits-là. On revient également dans un deuxième point en termes de résilience. Dans un deuxième point, c'est l'accompagnement et c'est la sensibilisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut voir des communautés rurales qui vivent dans des communautés agricoles. On vient notamment avec la sensibilisation et l'accompagnement dans les meilleures pratiques de production. C'est-à-dire, la société civile aujourd'hui ne se positionne pas forcément comme expert, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, mais prend des experts à sa charge pour l'accompagnement justement de ces communautés-là. Quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les techniques de commercialisation, quelles sont les techniques qui permettront justement à ces femmes-là d'être beaucoup plus résilientes et d'avoir beaucoup plus d'argent pour pouvoir s'occuper de leurs différentes familles. Au niveau des jeunes également, il y a des programmes qui sont mis en place pour ces jeunes,
pour justement leur permettre de comprendre que non seulement quel est leur rôle dans leur société, premièrement, deuxièmement, comprendre justement quel est l'avantage d'y vivre et quelles sont les opportunités qui s'offrent à eux. Et justement, dans ce sens-là, limiter les départs pour l'immigration, c'est-à-dire de manière clandestine. Donc, c'est justement dans ce sens-là que la société civile milite, se donne les moyens justement de les accompagner afin justement de les permettre d'être beaucoup plus résilients, mais également autonomes. Il y a mille et un exemples qu'on peut donner sur ce point-là, mais je crois que je vais laisser Rassoul développer davantage. Ouais, non. Juste parce qu'il a presque tout dit. Je voulais peut-être rebondir sur ce qu'il a dit. Effectivement, c'est possible. Oui. Allez-y. Alors, en fait, juste quelques phrases pour juste rajouter à ce qu'il a dit. Aujourd'hui aussi, il y a un problème qui se passe dans nos États et sur lequel la société civile est en train de faire un énorme travail. Les États ont eu à transférer des compétences aux mairies et elles n'ont pas de budget pour réaliser les compétences, justement, sur lesquelles on les a transférées. Donc, ça veut dire que face à l'échec de la décentralisation, finalement, la société civile joue un rôle compétitif. Et aussi, je voudrais revenir aussi sur mon expérience personnelle par rapport à la résilience locale. Récemment, j'étais avec la fondation Friedrich Naumann Stiftung, qui est une fondation allemande qui prône le libéralisme. Nous étions allés pendant 4 jours au Sinsaloum et nous avons vu la réalité du terrain. Et actuellement, nous sommes en train de vouloir préparer, on va dire, un plaidoyer par rapport à ce que l'on a eu à voir là-bas, tout simplement parce que nous avons vu des choses horribles. Nous avons vu une dame qui nous a dit que oui, elle mange que du pain avec du riz tous les jours, tout simplement parce qu'il y a une raréfaction des ressources qui se fait là où elle est. Il n'y a plus de poissons dans une zone où la principale activité économique, c'est la pêche. Et finalement, cette dame-là, elle me dit que il y a des enfants qui prennent la mer, mais aussi il y a quelque chose qu'on ne dit pas, c'est que elle me dit qu'elle ne peut rien leur dire pour qu'ils ne prennent pas la mer finalement. C'est-à-dire que ces enfants-là, ils partent, mais tu peux les retenir avec rien du tout. Avec rien du tout. Donc là, c'est là que la société civile intervient. Je suis allé dans leur mairie, mais leur mairie, ça ressemble pas vraiment à une mairie. Ça n'a le mérite que de nom. Exactement, ça n'a le mérite que de nom. Et le problème avec tout ça, c'est que, après nous, à notre niveau, peut-être, on peut développer des partenariats avec des ONG, mettre en place des programmes concrets, ce qu'ils n'ont peut-être pas la possibilité de faire. Mais ça aussi, c'est un sujet important. L'État doit arrêter de transférer des compétences à des mairies sans budget préalable à la réalisation de ces compétences-là. Et après, on dit que ça ne marche pas. C'est juste que ils n'ont pas les budgets pour pouvoir réaliser les compétences qu'ils ont faites. Et nous, à Demos, actuellement, nous allons mettre en place, puisque nous avons un calendrier qui nous permet de mettre en place des initiatives qui vont pouvoir aider ces populations-là, mettre en place des programmes éducatifs qui vont permettre à certaines populations de pouvoir, par exemple, diversifier leurs activités économiques, on va faire des formations en entrepreneuriat, etc., etc. Et je pense que ça, actuellement, l'État doit beaucoup plus revenir là-dessus, beaucoup plus réfléchir là-dessus aussi. Effectivement, à travers cet échange, chers téléspectateurs, vous comprenez aisément toute l'importance et la quintessence d'intégrer ces organisations de la société civile-là dans le cadre, en tout cas relativement au développement de l'Afrique. Ça commence par nous, ça commence chez nous, dans notre propre pays, dans notre propre quartier, dans notre propre commune, et ainsi propulser ces organisations-là au niveau régional et au niveau mondial. Mais vous comprendrez aussi que dans ce travail-là des organisations de la société civile, il n'y a pas que des choses aisées. La société civile peut en tout cas traverser des crises, peut avoir des contraintes dans le cadre de son travail. Et justement par rapport à ces contraintes-là, et je vous lance la question à qui veut la prendre, quelles sont les contraintes auxquelles les sociétés civiles font face? Vas-y. Bon, la première contrainte, je vais en citer une parce que je pense qu'on a un peu les mêmes idées avec Alpha vu qu'on travaille ensemble. Je prendrai, puisque la société civile, elle est assez large, et donc je vais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs types d'organisations, et je vais essayer de prendre le cas spécifique des associations. Pour notre cas, en tant qu'association, on va dire que je suis en train de me plaindre à la télé, mais c'est pas grave. C'est l'objectif aussi. Effectivement, quand c'est bien, il faut le dire. Et aussi, ce que je dirais, c'est que aujourd'hui, avec des associations, vous voyez des jeunes comme nous qui avons énormément de projets en tête, mais vous voyez, lorsque l'on écrit un TDR et qu'on le prend, là, je vous parle cash parce qu'il faut qu'on sache la réalité.
quand on le transmet à la hiérarchie, on le lit, mais on se rend compte que finalement, on n'a pas le budget pour pouvoir réaliser les activités que l'on veut. Et pourtant, ce sont des activités extrêmement intéressantes. Mais lorsque l'on regarde, finalement, on n'a pas l'argent pour pouvoir le faire. Et ensuite, il faudra, à mon avis, revisiter les statuts des associations, parce que la loi associative, si je peux l'appeler comme ça, parce que c'est la loi de 1901 qui nous permet de pouvoir être en association aujourd'hui, dans les statuts, on dit que les deux seules sources de financement pour les associations, c'est la vente de cartes de membres et les cotisations. Face à cela, je me demande, est-ce que cela suffit? Et il ne faut pas oublier aussi les partenariats stratégiques que certaines associations font. Mais est-ce que cela suffit à long terme? Parce que lorsque tu fais des partenariats, tu n'es pas indépendant financièrement parce que tu dois être dans la ligne directrice de l'association ou de la fondation ou l'ONG qui te finance. Et donc finalement, on doit réfléchir aussi, je pense, à un modèle d'indépendance financière que les États doivent nous permettre d'avoir en tant que nous, associations, pour que l'on puisse être aussi indépendant financièrement. Je pense que c'est la contrainte que je voulais signifier. Nous ne sommes pas assez financés pour pouvoir réaliser nos projets. Quelque chose à ajouter peut-être, Alpha? Oui, bien sûr, je peux rajouter sur cette question. La question des contraintes va un peu au-delà de ce que l'on peut imaginer. Parce qu'il y a dans certains États, notamment vu qu'on est dans un contexte africain, je vais essayer de dépasser le cadre sénégalais ou peut-être régional et parler un peu d'autres parties de notre continent. La société civile a une double perception au niveau de l'État, ou bien l'État a une double perception au niveau de la société civile. On se retrouve dans une situation où ce sont des partenaires stratégiques dont certains États en dépendent, notamment certaines grandes ONG qui quelque part sont des sous-représentations de la société civile. Et dans ce sens-là, justement, ce sont des grands partenariats qui sont mis en avant, qui font en sorte que beaucoup de projets mis en place par l'État ou bien par d'autres organisations quelque part locales se retrouvent justement à être financés par d'autres organisations de la société civile, notamment les ONG. Alors, dans ce sens-là, justement, le partenariat s'inscrit dans un cadre où il doit avoir un respect mutuel et une collaboration saine entre ces différents intervenants, ces différents acteurs. Maintenant, où la contrainte peut ressortir, c'est lorsque la perception première est différente. Lorsque l'organisation ou encore l'assaut n'est pas perçu comme partenaire stratégique, mais comme menace, quelque part sur notre continent, comme menace, et comme traître. Je m'explique. Dans certains États, on se retrouve avec, au-delà du financement, hein, c'est-à-dire le problème peut venir même de l'État qui t'accueille ou bien l'État dans lequel tu es installé. C'est-à-dire on se retrouve avec la fermeture justement des organisations de la société civile. Par exemple au Zimbabwe, je me souviens plus trop l'année, on se retrouve avec 50 fermetures environ des organisations de la société civile. Je ne sais pas si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Justement. Et puis, on se retrouve justement dans certains États où on a des difficultés administratives. Ça me permet de chuter sur le cas de Demo, notamment à nos débuts où, je crois, les difficultés administratives sont énormissimes et nous portent justement préjudice dans le cadre de la mise en place de nos actions, de nos activités, dans le cadre de la reconnaissance et dans le cadre justement des moyens de financement interne comme externe de nos organisations. Ça veut dire on a d'abord un problème administratif qui est là, où on te met justement dans une paperasse incroyable, où justement où justement la numérisation est un grand manque. Il faut toquer ce bureau, toquer l'autre bureau, retoquer l'autre bureau, et ça crée justement une incompréhension, pour dire plus simple, une incompréhension. On devient à la fin un archiviste. Et c'est ça. Et c'est ça qui crée des problèmes. C'est-à-dire ces problèmes administratifs qui justement rechutent sur les problèmes financiers quelque part, parce que si on veut faire cotiser les gens, si on veut justement postuler pour des financements, il faut tout de même la simple reconnaissance justement par l'État, par notre État. Et ça pose également problème. C'est pas forcément le cas pour les grandes ONG qui ont quelque part les moyens pour accélérer ou bien pour faciliter la mise en place de leur organisation, mais c'est pas forcément le cas pour d'autres membres de la société civile. Et ça pose justement problème à ce niveau-là. C'est-à-dire les contraintes restent quand même énormes. Je crois qu'aujourd'hui on est dans une
dans la deuxième phase justement de notre développement quelque part, comme je le qualifie, ou encore le plan 2050, Effectivement, le référentiel. le référentiel national qui est en train d'être déroulé. On va voir comment les choses vont se passer, mais je crois que ça doit être quand même une des priorités qui doivent être prises en charge, la numérisation accélérée et permettre justement la facilitation de l'obtention des documents administratifs. Et ce n'est pas seulement au niveau des associations, et même au niveau électoral et bien plus. Si je peux revenir Allez-y, par rapport à ce qu'il disait, juste pour amener un peu plus de précision. allez-y. Lorsque vous allez à la sous-préfecture, on vous dessine déjà le schéma qui est déjà, à mon avis, totalement décourageant pour pouvoir créer une association. On vous dit que, OK, on vous amener déjà presque 4 documents. Vous devez amener la liste des membres fondateurs, les statuts, etc., etc. Vous devez imprimer une montagne de documents. Aller aux impôts et domaines. Là, je vous fais un peu le truc pour que vous puissiez voir. Vous devez aller aux impôts et domaines, acheter, dépendamment du nombre de pages dans le statut, mettre des timbres aussi qui coûtent 2000 francs. Donc, ça coûte presque 8000 francs. Vous allez les déposer. Et là, on vous demande d'attendre que ça soit validé. Maintenant, quand c'est validé, là, je vous ai encore rien dit. Quand c'est validé, vous allez prendre encore les documents. Ils vous disent, ça va, c'est pas comme si c'était vous qui allez les amener, ça allait être simple. Mais c'est eux qui les amènent, qui les amènent au commissariat de police. Et quand vous allez au commissariat de police, vous devez faire une enquête de moralité pour pouvoir déterminer si, votre organisation, enfin, si les membres de votre organisation sont tout simplement moraux pour pouvoir mener à bien la mission. Et là même, pour que l'adjudant puisse vous recevoir, ça prend énormément de temps. Maintenant, là-bas aussi, c'est toujours pas fini. Ça retourne à la sous-préfecture. Et lorsque ça retourne à la sous-préfecture, ils vous disent que ça doit aller à la préfecture. Et à la préfecture, ils doivent encore vérifier. Ça doit aller encore à la gouvernance, ils disent. Après, lorsque la gouvernance n'est pas très compétente sur le dossier, d'après ce qu'elle m'a dit, après, ce que vous faites, c'est que ça va aller encore au ministère de l'Intérieur. Donc, à peu près 3, 4, 6 mois. Et il y a des gens qui ne dépassent même pas la deuxième étape, comme je l'ai dit, pour aller chez l'adjudant, tout simplement parce que c'est décourageant. Et, je vous ai même pas dit, avant même que ça aille à l'adjudant, lorsque vous allez à la sous-préfecture pour déposer le document, qu'est-ce qui se passe? Elle vous fait faire des corrections sur des petits mots, sur des petits termes, sur des points-virgules, sur des ça devait pas être dans les statuts, etc., etc. Après, vous vous demandez même, est-ce que, finalement, on veut que vous créiez votre organisation? Donc, c'est un peu le combat que nous essayons de mener aussi. Il l'a bien dit, il faut que l'on aille sur une numérisation de tous ces processus-là. Au Rwanda, ils l'ont fait. Plus personne n'a de problème là-bas. Je regardais la dernière fois un documentaire sur ça. Aujourd'hui, tout ce qui est paperasse, etc., etc., il y a une application où ils vont. Ils le font très rapidement. Ils ont ce qu'ils ont en même pas 2 semaines. Tout est téléchargeable. Tout est téléchargeable. C'est-à-dire qu'on t'envoie tout, il y a un système qui est fait, tout est téléchargeable. Après, on me dira que ça va supprimer des emplois. Certes, mais justement, il faudra s'adapter à la numérisation pour créer d'autres emplois. Ça va être un autre travail de formation, etc., etc. Et même là-bas, pour le tribunal, parce qu'il faut encore amener il faut amener un casier judiciaire qui date de moins de 6 mois. Et là-bas, même pour avoir ton casier judiciaire là-bas déjà, c'est tout un problème déjà. Et donc, la procédure peut prendre 1 an, 2 ans. Je vous dis, il y a des organisations, vous les voyez évoluer actuellement. Elles ne sont que ce que l'on appelle des associations de fait. C'est-à-dire que elles sont juste dans la procédure, mais elles sont très rares des associations qui ont leur récépissé. Qui sont reconnues par l'État. Effectivement, et je crois que c'est un plaidoyer qui en tout cas nécessite d'être entendu par nos autorités, d'autant que c'est des jeunes. Et on dit que l'avenir de tout un peuple dépend de sa jeunesse, mais pas de n'importe quelle jeunesse. Et justement, ça me permet de rebondir à cette question-là. Je l'ai dit à l'entame de l'émission, 2 jeunes très intéressants. Et moi, je me dis que quand des jeunes s'intéressent à des questions d'une importance capitale de développement dans le pays, il faudra les aider. Les organisations de la société civile, ce que nous voyons, pour la plupart du temps, ce sont des organisations où les membres sont des vieux, alors que la scène internationale évolue. Le monde dans lequel nous vivons évolue. Les jeunes de plus en plus prennent des responsabilités. Les jeunes de plus en plus sont, j'allais dire, matures et peuvent amener en tout cas des correctifs dans le cadre du développement de nos pays. Comment pensez-vous ou repensez-vous le rôle de la participation des jeunes et surtout des femmes dans les organisations de la société civile? Et là, je vous laisse l'antenne. Faites le plaidoyer qu'il faut. Merci. Je commence à toi. Tu commences. Je vais commencer cette fois-ci. J'en ris parce que cette participation, il est à tous les niveaux. Hein. Il est à tous les niveaux. Hier,
La semaine dernière, au bureau, nous travaillons sur les prochaines élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Et justement, dans les discussions, dans les débats, ce qui ressortait le plus, c'était le renouvellement de la classe politique. Désolé de faire le parallèle, mais je vais revenir sur le débat. Ce qui se passe, c'est on est dans une société où les géantocrates ne veulent pas abandonner. Les dinosaures, comme on les surnomme aujourd'hui, ne veulent pas forcément laisser le soin aux jeunes de pouvoir exprimer leur talent. Je disais tantôt à un ami même pas un ami, lors de mon récent entretien avec une organisation internationale, je disais tantôt que la seule chose que nous pouvons demander justement à ces personnes-là, c'est de permettre l'expression des talents. C'est-à-dire, si on veut voir une société sénégalaise, africaine, atteindre justement un certain type de développement, on doit se retrouver justement où l'expression des talents est favorisée par les anciens. C'est-à-dire, on ne peut pas être sur une table de discussion et ne pas justement permettre à ce jeune-là, X ou Y, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir donner ses avis et même de pouvoir contribuer activement. Parce que l'on considère qu'en tant que dinosaure, en tant qu'ancien, on ne peut pas justement se permettre cela. Alors, je reviens pour dire tantôt que porter ce plaidoyer, que laissons justement les jeunes s'exprimer, laissons-les justement pas forcément, je vais pas dire parce que je ne suis pas celui qui dit parce que nous sommes jeunes, nous devons être là. Non. Je ne dis pas forcément. Il y a un type de jeu. Pas forcément de manière exclusive, mais surtout de manière qualitative. D'où justement une des problématiques. C'est-à-dire, faut pas insérer les gens parce que justement le monsieur appelle le député du quartier tonton, tantine, l'honorable. Du coup, on le prend. Non. Il y a des jeunes qui sont extrêmement talentueux dans ce Sénégal et dans cette Afrique qui justement méritent d'avoir leur place à tous les niveaux. Et justement, la facilitation de l'obtention des documents administratifs et également la favorisation de l'expression des talents au niveau des grandes organisations, au niveau des bureaux exécutifs et des conseils d'administration de certaines entreprises, organisations, associations, mouvements et même partis politiques favorisera justement le développement des talents. De l'autre côté, on a justement l'expression des talents qui doit se faire notamment au niveau de la femme. Elle doit pouvoir assumer cette position qui est la sienne. Et cette position justement qui est la sienne, c'est dans cette société africaine, elle a sa place et elle doit pouvoir s'exprimer. Elle est longtemps restée dans les stéréotypes que certains défendent encore aujourd'hui au XXIe siècle, qui justement l'empêchent quelque part de s'exprimer en tant que tel. Non, on ne peut pas fonctionner comme ça. On est dans une société qui doit justement faire l'apanage, mais qui doit justement faire quelque part de logique de la méritocratie. Effectivement. Il y a des femmes qui le méritent, qui justement ont cette capacité. Et il y a bien des meilleurs pour nous qui sont encore à l'école, qui verront des camarades de femmes ou filles qui émergent de manière extraordinaire, qui ont bien des capacités parfois que quelques-uns d'entre nous, ou parfois plus que tout le monde. Effectivement. C'est-à-dire, dans ce sens-là, justement, on doit les permettre également de s'exprimer. Il y a aujourd'hui au niveau international ou au niveau régional, autant pour moi, il y a des conventions qui ont été signées, ces conventions-là qui garantissent justement la place de la femme dans notre société. Et aujourd'hui, c'est pourquoi certaines sociétés civiles, justement, certains membres de la société civile, dont un des aspects que j'ai omis de citer en avant, d'un des secteurs d'intervention qui renvoie justement aux droits humains et à l'égalité des sexes. Et justement, la lutte contre les VBG et justement, la classification de la femme dans notre société. Donc, on doit justement se retrouver, si j'en parle peut-être aujourd'hui, je peux en parler pendant 45 mois, 2 jours. Donc, du coup, on doit se retrouver, peut-être dans une thématique propre à cette question pour que je puisse encore développer davantage. Mais sinon, on doit pouvoir laisser justement l'expression des talents s'exprimer et justement ces personnes qui sont talentueuses, qui sont dans leur temps et leur époque. Parce que n'oublions pas, les époques sont changeantes. Et l'époque dans laquelle nous sommes, c'est une époque où justement ces jeunes-là ont la capacité de mieux évoluer par rapport à certaines personnes ou à nos anciens. Pas pour dire qu'ils sont plus compétents,
mais pour dire tout simplement que, par exemple, il y a certains outils avec lesquels un enfant de 6 ans, 7 ans, n'oublions pas d'être 18, 20 ans, ils ont la facilité de manipulation que l'époque qui vient avant nous, ou bien l'époque qui vient avant celle qui vient avant nous, reste quelque part dépassée. Donc, c'est ce que je peux dire là et porter justement ce plaidoyer-là à tous les niveaux et permettre justement à notre société de comprendre quelle est l'importance non seulement de la femme, mais également des jeunes. Merci beaucoup, M. Ba, et le temps qui nous est imparti arrive malheureusement à sa fin. Et donc, je viens dernièrement à vous, M. le Président. S'il y a en tout cas des choses que vous avez envie de dire, c'est le moment de les dire. Et aussi, à travers Demos, nous comprenons toute l'importance des organisations de la société civile. Vous ne pouvez pas partir sans nous dire comment vous contacter. Je vais d'abord répondre à la question, bien évidemment. Alors déjà, je pense que c'est ma conception, parce que je vais parler déjà de ma propre motivation, je vais parler déjà de ma propre philosophie. Personnellement, en tant que citoyen africain, parce que je ne me considère pas comme qu'un Sénégalais, on va me dire que je suis encore un panafricaniste d'extrême gauche, mais c'est pas très grave. C'est pas grave. C'est pas très grave, mais je me considère comme africain. Je pense que nous avons absolument tous, c'est ma conviction, une responsabilité morale par rapport à la société où l'on vit. Je prends un exemple très simple. Imaginons que un bâtiment tombe tout de suite là. La mairie ne fait rien, personne ne fait rien. Et tout le monde dépasse le bâtiment, le quartier est sale, il y a des pierres qui sont un peu partout et tout le monde se regarde en disant oui, la mairie. Mais pourquoi est-ce que un groupement ou bien quelqu'un dans le quartier ne se lève pas pour dire mais venez, ça c'est notre quartier, c'est notre commune, venez, on essaye d'arranger ce qu'il y a là. On essaie de se cotiser, on va acheter des chariots. S'il faut des gants pour éviter de se blesser, on prend des gants, etc., etc. Donc ça, c'est ma conception. Je prône la responsabilité individuelle ou collective, je dirais. Individuelle ou collective, c'est-à-dire la responsabilité des membres de la société dans la société de là où elles vivent. Ça, c'est la première chose. Donc là, j'encourage les jeunes et les femmes d'être dans cette dynamique-là. Et pour faire cela, il faut le faire dans un cadre bien défini. Et c'est dans les associations, particulièrement qu'on peut le faire puisque les autres organisations de la société civile sont un peu plus difficiles à rejoindre. Dans les associations, j'ai conseillé à tout le monde de pouvoir les intégrer. Pourquoi? Déjà, premièrement, c'est un moyen de développer des compétences. Je ne comprendrai jamais un jeune qui vient de finir, par exemple, le bac ou qui est en deuxième année, refuser de s'engager en association, ça se comprend, mais pour la raison suivante, parce qu'on ne le paye pas. Je ne comprendrai jamais cela. Des fois, il y a ma sœur, ma cousine qui vient, elle me trouve en train d'écrire des TDR, de faire des réunions à 21h. Elle me demande, mais comment ça, tu es payé? Je lui fais non. Elle me dit, pourquoi tu y mets tout ton cœur? Je lui dis, parce que tu n'as rien compris. Et quand je lui dis de venir, elle dit non. Et c'est pas qu'elle, hein. C'est parce que c'est beaucoup d'autres jeunes. C'est beaucoup d'autres jeunes en même temps. Quand tu leur dis de s'engager, ils ne veulent pas parce qu'ils pensent tout de suite, à l'argent. Alors que, lorsque vous allez en entreprise, lorsque vous allez en ONG, vous payez pour vos compétences. Si vous ne savez rien faire, on va pas vous payer. Et c'est en association qu'on arrive à développer beaucoup de compétences. Moi, c'est en asso que j'ai appris énormément de choses. J'ai appris le travail d'équipe en asso, j'ai appris le management en asso. Même le fait que je puisse m'exprimer comme ça à la télé, je n'imaginais jamais le faire si je n'étais pas en association. Donc c'est en association que j'ai appris énormément de choses qui m'ont permis de pouvoir les exprimer dans le travail. Et même je remarque que je suis peut-être meilleur au travail que ceux qui n'ont pas fait d'asso, parce que j'ai le sens du travail bien fait, même quand on ne me paye pas. Alors quand on me paye, je le fais encore mieux finalement. Et donc la troisième chose, c'est que finalement, les organisations de la société civile, c'est des lieux où vous rencontrez tout type de personnes. Dans les associations plus particulièrement, parce que vous rencontrez tout type de personnes, donc c'est nécessairement des lieux d'opportunité. Vous rencontrez, la dernière fois même, on était en réunion, Alassane qui était bon en montage vidéo, Alpha qui pensait à quelqu'un pour faire un montage vidéo, il l'a pris. La même chose. Donc, je vous conseille, vous tous qui voulez développer vos compétences, d'aller dans les associations pour pouvoir exprimer ce que vous allez faire pendant votre vie étudiantine. Et là, j'interpelle les jeunes et les jeunes femmes d'y aller, de montrer vos compétences que vous avez déjà apprises. Ce sera peut-être une phase test et vous allez peut-être y prendre goût et continuer à vous engager puisque finalement, à ce moment-là, lorsque vous vous engagez, vous le faites limite pas pour nous, pour vous plutôt, vous le faites pour la société que vous servez parce que finalement, Alpha et moi, quand on fait nos actions, quand on fait nos activités, quand on écrit, etc., là, finalement, on participe à un développement inclusif de nos États et on participe aussi à un développement, là, je dirais plus à un développement social, finalement. Donc, c'était ce que je voulais dire. J'encourage tout le monde à rejoindre Demos, à rejoindre des autres organisations de la société civile qui sont proches d'eux
Parce que l'essentiel, c'est pas de faire la promotion de nous, notre organisation, c'est que les jeunes puissent s'intégrer justement dans les associations, qui puissent travailler pour la différence. On peut vous contacter sur les réseaux? Oui, bien sûr, on peut nous contacter sur les réseaux, on peut nous contacter sur LinkedIn, l'association Demos. Ouais. On peut nous contacter sur Facebook et Instagram, Demos officiel, SN. Non, c'était Demos association, Demos-du-bas, association.sn. Association.sn. Pour Instagram. C'est l'association Demos pour Facebook. Facebook et pour LinkedIn, c'est l'association Demos. Peut-être mon mot de fin. Il y a des choses qui me reviennent en tête. Je vais prendre l'exemple du tout premier TDR de Demos, c'est-à-dire pas forcément un TDR, autant pour moi de la note conceptuelle. Et je vais justement partager ça avec vous. Il y a trois idées principales qui en sortaient. Et à la première idée, c'est la citation de John Fitzgerald qui nous dit: ne vous demandez pas ce que l'État a fait pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Ça, c'est la première idée que je voulais partager avec mes confrères et mes consoeurs, c'est que on est dans une société où l'unique acteur ne peut être l'État. C'est pourquoi il y a une organisation de la société civile qui s'érige en complément. Et dans cette organisation de la société civile, c'est le moyen d'action où des jeunes hommes, des femmes, justement, s'engagent dans un premier temps pour le développement et l'éclosion des talents, s'engagent quelque part pour se faire entendre et justement pour faire la promotion non seulement des aspects ou des exigences ou des besoins des jeunes, mais également des besoins de femmes. Alors, dans ce sens-là, on peut justement, à travers nos actions, permettre le développement de certaines activités et projets de développement et même programmes qui auront justement un impact grandiose sur notre État. Comme le deuxième point qui revient, c'est Ubuntu. Faire humanité ensemble. C'est-à-dire, je suis parce que tu es. Comprendre justement que on est dans une société où l'un ne peut vivre sans l'autre. Ça me rappelle un peu mes cours en philosophie en terminale, la compréhension de notre société. L'un ne peut vivre sans l'autre. Robinson Crusoe, justement, dans ses explications et dans son livre, nous explique justement le cas d'un monsieur qui s'était exilé dans le cadre d'une opération scientifique, qui se retrouvait tout seul. Et il se rendait compte qu'il ne pouvait vivre comme il entendait, ou bien comme il le voulait. Donc, on est condamné à vivre ensemble. Et en étant condamné à vivre ensemble, on doit comprendre qu'on doit pouvoir dépasser nos différences, nos caprices, nos exigences, et se retrouver justement dans une société où nous pourrons développer justement nos talents et justement en mettant en place des actions communes et en mutualisant justement nos projets et nos programmes. Comme troisième point et comme dernier, c'est le bottom-up. Ceux qui étudient justement les sciences politiques ou encore la socialisation ou bien les actions économiques, ou bien l'économique, c'est-à-dire la décentralisation de manière générale. On doit se retrouver en fait où les actions viennent du bas vers le haut. Vers le haut. Même nous, au niveau de Demos, c'est la stratégie qu'on a décidé d'adopter. C'est-à-dire, chaque chef de projet et son équipe, ils ont cette liberté d'action-là. Cette liberté, justement, de nous proposer des idées que nous, à notre niveau, on se charge tout simplement de recadrer et de faire en sorte que ça réponde justement aux programmes qui ont été mis en place annuellement par Demos. Donc, dans ce sens-là, il faut que chacun, à tous les niveaux, ça ne doit pas seulement se répercuter justement au niveau des assos, et même au niveau de la société de tous les jours. C'est-à-dire, Rassoul a pris l'exemple d'un immeuble qui se prend, ou bien d'une route qui connaît justement un dommage. Dans ce sens-là, on ne peut attendre forcément les autorités, le décaissement et toute cette procédure administrative qui reste extrêmement longue pour qu'on vienne résoudre le problème de votre quartier reste difficile. Alors, dans ce sens-là, des personnes dotées de bon sens peuvent justement porter justement des actions dans ce sens-là et se permettre de résoudre ce problème-là. Donc, c'est un peu ça qu'on peut, et même au niveau de l'État, tant que les communautés locales et même éloignées n'auront pas atteint un certain développement, on ne pourra jamais, mais vraiment jamais parler de développement. Car le développement va au-delà de la croissance économique, pour revenir sur les termes de Amartya Sen, l'économiste, prix Nobel aussi. Ça va vraiment au-delà de ça. C'est justement leur permettre de jouir de certaines libertés. Par liberté, j'entends justement
accès à l'éducation, accès à la santé, accès justement à l'eau et vivre dans une société paisible et démocratique où d'autres libertés individuelles comme les libertés d'association, etc. sont acceptées, autorisées. Vive le Sénégal, vive l'Afrique, et ce sont ces derniers mots que je finis. Aboubakary Alpha Ba, Mohamed Rassoul Ndiaye, respectivement secrétaire général et président de l'association Demos, merci d'avoir accepté notre invitation. À vous, fidèles téléspectateurs de Télé-École et de votre émission Droit et Société, merci d'être toujours avec nous. C'était votre émission Droit et Société. Rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. En attendant, restez connectés sur Télé-École pour plus d'informations éducatives et informatives. Télé-École, la télé 100% éducation, la première en Afrique, au Sénégal. Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École.